18h33, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Public Sénat, nous sommes toujours en direct. Édition spéciale consacrée aux vœux de Gérard Larcher. Le président du Sénat prendra la parole d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure environ. On le suivra évidemment en direct sur notre antenne. Des vœux toujours très attendus pour en savoir un petit peu plus sur l'état d'esprit de la majorité sénatoriale en ce début d'année. On en a eu une petite idée d'ailleurs jeudi dernier lors de la conférence de presse de rentrée. On va en reparler. Le président du Sénat a été très offensif à l'égard du chef de l'État et du gouvernement. Nous étions à l'aube d'un nouveau monde et le soleil ne s'est pas encore levé, avait-il ironisé, c'est dire. Son discours sera-t-il tout aussi critique ce soir? Il adresse aussi, disons-le, ses vœux aux sénateurs. Quel sera son message? On va aborder tous ces points, toutes ces questions. Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir à ce sujet sur Twitter. Je vous présente tout de suite nos invités pour cette édition spéciale. Marion Mourgue, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro et vous avez publié, il y a tout juste quelques semaines, Contre-pouvoir. C'est justement un livre d'entretien avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Nous attendons également Benjamin Morel qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Jackie Isabello, bienvenue à vous également, communicant, fondateur de l'agence Coriolink. Et Jean-Baptiste Daoulas, bienvenue à vous également, journaliste politique à l'Express. Vous êtes avec nous ce soir pour évoquer ses vœux. Avant de vous donner la parole, on va tout de suite rejoindre Steve Jourdain. Steve, bonsoir. Vous êtes en direct de la présidence du Sénat, où Gérard Larcher prendra la parole tout à l'heure, dans quelques dizaines de minutes. Donc dites-nous un petit peu qui est attendu ce soir et puis dans quelle atmosphère? Oui, alors Rebecca, vous l'avez dit, salon Beaufranc ici, les très fastueux salons de la présidence du Sénat. Vous avez aussi posé la question, Gérard Larcher va-t-il ou non lâcher ses coups? Vous vous en souvenez, c'était la semaine dernière, on a pu le suivre en direct sur Public Sénat. Eh bien, Gérard Larcher, lors de ses vœux aux journalistes parlementaires, il s'en était pris frontalement à l'exécutif, dans son viseur évidemment, la réforme des retraites portée par le gouvernement. Il avait alors utilisé des mots très très forts, il avait parlé de mois de maladresse. Il avait même évoqué une faute originelle d'Emmanuel Macron qui n'a pas dit la vérité sur l'âge légal de départ à la retraite. Des formules, on l'a compris, très fortes. Mais aujourd'hui, il y aura, vous l'avez évoqué, devant Gérard Larcher, un parterre très fourni. Une partie du gouvernement sera là. Ce n'était pas le cas, évidemment, la semaine dernière où il n'y avait que des journalistes parlementaires. Édouard Philippe sera là. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement également. Il y aura aussi Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale seront également présents. Alors, de quoi va-t-on parler? La tradition, elle veut que le président du Sénat revienne sur les grands faits parlementaires de l'année écoulée. Le discours est généralement, il faut bien le dire, relativement convenu. Mais l'année dernière, souvenez-vous, Rebecca, on était en pleine crise des Gilets jaunes et Gérard Larcher parlait alors d'un pays pris de vertige, de la menace qui pesait même sur l'ordre républicain. Le président du Sénat avait axé ses vœux sur trois thèmes: la cohésion territoriale, la démocratie et l'état de droit. Il le faisait devant Édouard Philippe, le Premier ministre, qui donc sera là à nouveau ce soir. D'une crise à l'autre, vous l'avez compris, les acteurs restent les mêmes. On est cette fois en plein mouvement social contre la réforme de retraite et il y a fort à parier que Gérard Larcher revienne sur une réforme qu'il considère comme précipitée car non financée. Gérard Larcher, que je viens d'apercevoir, ses vœux devraient donc débuter dans quelques instants maintenant, Rebecca. Merci infiniment Steve pour toutes ces précisions. On vous retrouvera évidemment très régulièrement tout au long de cette édition spéciale puisque vous ferez intervenir en direct des salons Beaufranc de plusieurs sénateurs, mais aussi peut-être de quelques ministres. Vous nous direz tout cela dans un instant. Marion Mourgue, c'est vrai qu'on a vu une conférence de presse, on a entendu une conférence de presse assez offensive jeudi dernier devant les journalistes parlementaires. Steve le disait. Est-ce qu'il faut s'attendre à des vœux tout aussi offensifs ou est-ce que peut-être la présence d'Édouard Philippe peut un peu changer la donne? Il y a deux choses. Il sera face aux sénateurs, Gérard Larcher. Ouais. Donc c'est quand même des vœux qui sont adressés aux parlementaires, à sa majorité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les municipales, mais qu'il y a aussi les élections sénatoriales. Et donc c'est une manière de lancer un peu cette année de campagne. Bien sûr. Ensuite, il y aura sûrement quelques coups de griffe pour l'exécutif, puisque Gérard Larcher condamne à la fois la forme et le fond de la politique menée par l'exécutif. Alors ensuite, qui est Édouard Philippe, c'est aussi une volonté de part et d'autre de maintenir le dialogue. C'est plus facile entre Gérard Larcher et Édouard Philippe qu'entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron.
Et donc ça, c'est aussi pour le Premier ministre une manière de maintenir le dialogue. Et on y reviendra évidemment précisément sur ces relations entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron dont on parle souvent, alors que Gérard Larcher est effectivement arrivé. Il devrait parler d'ici, normalement, quelques dizaines de minutes, mais il est déjà sur place, il est déjà en train de s'entretenir avec les sénateurs. Jean-Baptiste Daoulas, vous avez assisté à cette conférence de presse de jeudi dernier. Le ton était extrêmement offensif. Est-ce qu'on peut s'attendre à cela aussi ce soir ? En fait, ce soir, il est quand même dans un rôle beaucoup plus institutionnel, puisque c'est le président du Sénat qui parle à tous les groupes politiques, des sénateurs de toutes les sensibilités réunis. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il parle davantage de l'institution, alors que la semaine dernière, c'était vraiment un message aux journalistes, donc un message beaucoup plus politique. Et on imagine difficilement Gérard Larcher être aussi offensif en l'espace de quelques jours. Le message, il est bien passé la fois dernière. D'ailleurs, le patron des sénateurs La République En Marche, François Patriat, lui a reproché d'avoir été, en tant que président du Sénat, aussi politique, aussi offensif, alors que quand on est dans un rôle institutionnel, on est parfois un peu plus consensuel. Donc je pense que Gérard Larcher, sans trop m'avancer, a priori, devrait être dans un rôle plus rond aujourd'hui en tout cas. Oui, ce ne serait pas tout à fait son rôle, Jacky Isabello, d'être très politique ce soir, très offensif à l'égard d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas tout à fait le moment. Il est certes le deuxième personnage de l'État, mais il est, au titre de la droite, qui est dans un état compliqué, la voix la plus audible et hiérarchiquement, celui qui, à plusieurs moments de l'année, est à même, d'un point de vue institutionnel, est à même d'entraîner les messages politiques de sa famille, de celles et ceux qui feront dans quelques temps qu'il conserve son mandat s'il se représentait ou qu'il le perde. Ça, c'est un premier point. Après, vis-à-vis des grands électeurs, puisqu'on va enchaîner certes les municipales, mais ensuite on va rentrer vraiment dans une séquence qui va dérouler les départementales et les régionales, qui ont un impact aussi important en matière de grands électeurs. Donc sans doute va-t-il leur délivrer des messages. Et puis il y a un troisième temps qui tient à l'activité du Sénat, puisqu'il y a un projet de loi dit 3D, alors je ne sais pas si c'est très sexy pour les gens qui nous écoutent, enfin quoi qu'ici les gens savent ce que ça veut dire, qui touche à la décentralisation, un grand thème évidemment pour le Sénat, puisque le Sénat représente les collectivités territoriales, et ils vont rentrer dans une séquence de travail sur ce texte de loi qui est extrêmement important et sur lequel Gérard Larcher va sans doute dire un mot, accompagné par ses petits camarades que sont François Baroin et Muselier, eux aussi représentants des collectivités territoriales. Donc ce soir, on va sans doute avoir un melting pot de tout ça. Moi, je ne le vois pas quand même rester sur son aventin de la sagesse sénatoriale, sans peut-être distiller encore une fois des messages politiques, parce que vous l'avez vu, et je parle sous le contrôle de la journaliste du Figaro, qui disait il y a quelque temps que Gérard Larcher, si le contexte s'y prêtait, en 2022, pourrait, pourquoi pas, être un recours pour sa famille politique. Donc, si on met tout ça dans un shaker, au-delà des aspects institutionnels, je pense quand même qu'il va essayer quelques punchlines, ou en tout cas diffuser des messages qui pourraient être pris demain dans la presse nationale à l'endroit d'Emmanuel Macron ou du pouvoir en place. Marion Maur ? Il y aura une volonté aussi, il l'a fait déjà à sa conférence de presse de rentrée, d'insister sur la défiance qui, à ses yeux, s'est installée en France. Et donc, cette idée de défiance, de fracture, il l'a répété plusieurs fois, et c'est presque son combat aujourd'hui. C'est un sujet qui l'inquiète. C'est un sujet qui l'inquiète, et donc, de fait, c'est un sujet qui le met encore plus en contre-pouvoir de l'exécutif. C'est une manière de dire, nous, on rassemble, nous, on sait être dans la proximité, vous, l'exécutif, vous créez de la défiance alors que vous nous aviez promis autre chose, ce nouveau monde qu'il critique. Donc il y a ce message-là. Et puis il y a en effet une volonté aussi dans un contexte un peu de Sénat bashing au moment de la réforme des retraites, de répondre et de défendre en disant finalement on ne coûte pas si cher aujourd'hui dans cette démocratie, donc c'est une manière de rappeler ça. Et il l'a bien rappelé d'ailleurs jeudi dernier lors de sa conférence de presse de rentrée. On va poursuivre la discussion. On va d'abord peut-être rejoindre, comme promis, Steve Jourdain qui se trouve donc à la présidence du Sénat. Steve, vous êtes accompagné, vous avez un invité. Oui, je suis avec Jean-Raymond Igonet, sénateur LR de l'Essonne. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas votre première cérémonie de vœux. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui de discours de Gérard Larcher ? Écoutez, à la fois Gérard Larcher est très serein sur la façon dont le Sénat travaille, dans ce qui est sur notre table pour l'année 2020. Il est à la fois aussi offensif parce que lui voit bien
connaissant profondément ce pays, ses élus et leur territoire, ce qu'il faut à la France aujourd'hui. Donc vous nous dites que Gérard Larcher va être offensif ce soir ? Offensif, il n'a jamais été vraiment sur la défensive, Gérard Larcher. Il est serein et plutôt qu'offensif, il veut montrer cette voix des territoires, des élus, et sur des sujets par exemple aussi importants que la retraite, qui est un lien intergénérationnel, un lien profond du pays, tout simplement que quand on applique une méthode qui n'est pas la bonne, cette méthode elle va dans le mur, c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Donc Gérard Larcher est avant tout serein, il est conscient de l'importance que joue le Sénat aujourd'hui dans l'univers institutionnel, parce que c'est un contre-pouvoir. Certes, ce n'est pas forcément une opposition systématique, loin de là, mais si on écoute le Sénat, ça évite de faire des erreurs. Gérard Larcher, c'est l'opposant numéro 1 aujourd'hui à Emmanuel Macron ? Non, ce n'est pas un opposant, je le redis, et Gérard Larcher l'a déjà expliqué à maintes reprises, c'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire que si on écoute la voix du Sénat, le Sénat n'est pas là pour s'opposer en permanence, le Sénat est là pour donner le ressenti véritable sur les territoires et ce qu'il faut à ce pays en proximité immédiate de ses concitoyens. Ce qui veut dire que le Sénat, quand il va recevoir le projet de loi sur les retraites, ne va pas tenter de faire obstruction à ce texte ? Mais la première des choses, écoutez, c'est un mépris patent du Parlement, puisque nous allons être saisis d'un texte qui ne contient pas les éléments définitifs, donc notamment les éléments chiffrés. Donc, je pense qu'il faut respecter le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Notre Constitution a voulu un bicamérisme. Ce bicamérisme n'est pas là pour ralentir les choses, il est là pour, quand on crée des lois et quand on les grave dans le marbre, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Merci Jean-Raymond Hugonet d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci beaucoup Steve, Jean-Baptiste Daoulas. Ce sont des petites phrases qu'on entend aussi dans la bouche de Gérard Larcher. Il veut montrer cette voix des territoires. Si on écoute le Sénat, on évite les erreurs. Ça aussi, Gérard Larcher l'a beaucoup dit la semaine dernière. Oui, puis en plus, il a à cœur en ce moment de montrer quelque part, de disculper le Sénat de toutes les accusations dont il fait l'objet d'habitude, que ce soit l'immobilisme, le fait de bloquer en permanence. Et il doit le faire. L'obstruction, exactement. Et il doit le faire dans le procès qui pourrait lui être fait dans quelque temps, qui est de bloquer la réforme constitutionnelle. Très honnêtement, la réforme constitutionnelle que voulait Emmanuel Macron, qui a été bloquée en 2018, qui a été plus ou moins réécrite, représentée sous une seconde mouture. Elle n'était pas acceptable elle est bloquée actuellement. Il faudrait qu'il y ait un compromis entre le Sénat et l'exécutif à ce sujet-là. Un compromis, il n'y en a toujours pas. Et quelque part, on a l'impression que l'exécutif a renoncé à le demander. Donc au bout d'un moment, quand on va acter peut-être la mort de cette réforme institutionnelle, eh bien, on va se demander qui est le coupable en quelque sorte. Et l'exécutif, évidemment, dira que c'est de la faute du Sénat qui a bloqué sur la baisse du nombre de parlementaires en particulier. Donc Gérard Larcher, il est là aussi pour montrer que non, il n'est pas dans l'obstruction. Il a à cœur souvent de montrer que, je crois, 75% des amendements du Sénat, voilà, exactement, sont gardés dans les textes. Il est là pour montrer que le Sénat, c'est plutôt une institution constructive qui n'est pas dans le temps parfois un petit peu hystérique de l'Assemblée et qui a vraiment à cœur de travailler sur le fond. Quand je vous entends, j'ai presque le sentiment que ce soir, ça pourrait être des vœux presque de justification ou pour montrer patte blanche ou pour dire le Sénat, écoutez-le plutôt que de tomber dans l'erreur. Le Sénat a beaucoup dit, ou les sénateurs ont beaucoup dit notamment que l'exécutif aurait dû écouter le Sénat, ce qui remontait des territoires sur le passage à 80 km/h. Ça, c'est vraiment dans la logique et dans le discours des sénateurs. Si on compare différentes formes d'opposition qui ne sont pas forcément équivalentes, on s'aperçoit que le Rassemblement national et LFI n'ont pas complètement trouvé le ton juste pour être propositionnel, ou en tout cas d'être une force d'amendement ou de rajout à ce que pouvait proposer le gouvernement. S'il y en a un, à contrario, qui a été là-dedans, évidemment, plus d'ailleurs que au moment d'autres mandatures, c'est le Sénat. Premier temps, l'affaire Benalla. La commission Philippe Bas a imposé le Sénat comme étant un contre-pouvoir avec une discussion technique extrêmement intéressante et passionnante pour tous les Français. Deuxième point, les maires qui sont représentés par cette belle maison. Eh bien, ils ont été souvent vexés par le pouvoir en place. Et après cette révolte des Gilets jaunes, on a redécouvert les maires. On leur a dit « Désolé les gars, on vous avait un peu oublié ». Alors les que filles, le Sénat alertait. On aurait mieux utilisé votre pouvoir intermédiaire, on s'en serait peut-être mieux sorti. Et sur tout un tas de sujets, c'est ce qui se passe sur la réforme institutionnelle. Gérard Larcher a également été assez malin, puisqu'il a avancé ses cartes, il a contrarié le pouvoir en place sans jamais être
opposant brutal, borné. Voilà, il défend une maison et les élus locaux. Donc je veux dire, ils ont été assez propositionnels. Je pense que c'est rare qu'on puisse voir un Sénat dont souvent on nous a dit qu'il fallait qu'il disparaisse du paysage. Je ne referai pas une lecture de l'histoire. Et sous cette mandature-là, il a tenu sa place plus quasiment que les autres oppositions. Et c'est possible qu'il le rappelle encore ce soir. Donc pas forcément de justification. Je crois qu'il y a, si on faisait un débit crédit pour quelqu'un comme moi qui a une formation financière et non pas de communicant, je trouverais que voilà, l'actif du Sénat est plutôt bien structuré aujourd'hui. Voilà. Si ce n'est qu'il y a quand même une opinion publique qui est assez ambivalente, et notamment à l'égard des élus, et qui est donc à la fois dans une demande d'explication de la part des élus et qui est aussi dans une relation de grande défiance. Et donc le Sénat est passé par différentes étapes ces derniers mois. C'est vrai qu'avec l'affaire Benalla, le Sénat a été mieux connu par les Français parce que ça reste une institution qui est globalement assez méconnue. Et donc Gérard Larcher a toujours cette volonté de rappeler l'utilité du Sénat, du bicamérisme, du fait que ça coûte pas si cher dans la démocratie, du rôle du Sénat et cette volonté à la fois de pédagogie et de transparence. Donc en disant, finalement, le Sénat peut vous être utile, vous pouvez vous en saisir aussi via les élus qui vous représentent. Donc je pense qu'il y aura aussi cette partie-là dans le discours vraiment de pédagogie qu'il ne cesse de faire depuis des mois. Ça progresse, mais il y a encore du chemin. C'est vrai que le Sénat n'est jamais aussi bon en termes de communication que lorsqu'il a l'air de défendre de grandes valeurs, de grands principes, sans avoir l'air d'être dans la politique politicienne, comme ça avait été le cas sur effectivement la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, qui pourtant était aussi éminemment politicienne par plein d'aspects. C'est là vraiment ce positionnement qui est souvent très, très efficace et au bénéfice du Sénat. Allez, je vous propose de retourner à la présidence du Sénat. Steve, vous êtes à nouveau accompagné d'Éric Kerrouche cette fois. Oui, Éric Kerrouche, sénateur socialiste des Landes. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il faut s'attendre à une surprise ce soir? De la part de Gérard Larcher? De la part de Gérard Larcher. Je ne pense pas. Je crois qu'il va s'inscrire dans le discours qui est le sien déjà depuis quelques mois. Simplement celui d'un respect du bicamérisme et le fait que je crois qu'il essaye, mais comme nous tous, de faire respecter simplement la procédure parlementaire, voire les parlementaires tout court, ce qui semble difficile pour ce gouvernement. Donc vous n'attendez pas une attaque contre le gouvernement, comme c'était le cas par exemple la semaine dernière lors de ses vœux aux journalistes parlementaires? J'aurais tendance à dire que c'est un peu comme au rugby, il a eu un jugement sévère, mais juste par rapport à la réforme qui a été entreprise, et que donc j'étais plutôt en accord avec la tonalité de son discours. On ne met pas le Parlement devant un texte qui n'est pas vraiment préparé, ou plus exactement dont on sait qu'il peut se transformer pendant même la discussion parlementaire et avec le fait qu'on aura des éléments ultérieurement. Je pense qu'effectivement, sur un sujet de cette importance, ce n'est pas sérieux. Donc vous allez applaudir au moment où Gérard Larcher va justement parler de cette réforme de retraite qu'il estime non financée et trop précipitée. Alors déjà, je suis républicain. Gérard Larcher est le président de cette institution et donc de toute façon, je l'aurais applaudi. Mais il est en effet possible que je sois en accord avec lui sur l'analyse de la procédure, quand bien même, et c'est probable, je ne serai pas en accord avec lui sur les solutions à apporter pour transformer notre régime de retraite. En tant que sénateur socialiste, est-ce que vous diriez que Gérard Larcher est devenu l'opposant numéro 1 Emmanuel Macron aujourd'hui? Non, je pense que Gérard Larcher joue son rôle. Il est le président de l'Assemblée, la deuxième Assemblée française, du Sénat, et en tant que tel, il défend la procédure parlementaire et le fait que, avant tout, un texte doit être enrichi. Il doit être d'abord compris par les parlementaires, et donc la procédure, elle fait partie de la discussion démocratique. Et je trouve tout simplement que ce gouvernement a tendance à faire l'impasse sur cet aspect essentiel de la démocratie. Alors, au-delà de la réforme des retraites, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, entendre de la bouche de Gérard Larcher aujourd'hui? Je souhaiterais simplement qu'il nous dise qu'il faut continuer à avancer ensemble pour justement défendre les institutions démocratiques. Après, bien entendu, je suis aussi sénateur socialiste et donc nous n'avons pas les mêmes perspectives politiques. Pour autant, dans le contexte que nous traversons partout en France, je pense que plutôt que d'affaiblir les lieux de débat démocratique, il faudrait les renforcer. Et que
je crois, et ça a déjà été vérifié, l'excès de verticalité peut nuire. Alors, mettons un peu de débat, enrichissons collectivement les propositions, même s'il faut parfois les remettre fondamentalement en cause. Ça serait plutôt la tonalité de ce que je souhaiterais entendre. Eh ben on va voir ça dans quelques instants. Merci Éric Kerrouche d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Merci beaucoup, Steve. Et pendant que vous parliez, on apercevait évidemment Gérard Larcher qui accueillait ses invités les uns après les autres. On a aperçu notamment Christian Jacob. Nous accueillons, nous, sur ce plateau, Benjamin Morel, qui a réussi à venir jusqu'à nous. Bonsoir, Benjamin. Je rappelle, politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. On s'interrogeait sur la tonalité possible des vœux de Gérard Larcher ce soir. Seront-ils offensifs comme l'a été sa conférence de presse de rentrée la semaine dernière? Est-ce qu'on parlera de vœux de pédagogie, des vœux de rassemblement, contrairement à peut-être au discours de l'exécutif qui semble diviser la France? À quoi pouvons-nous nous attendre ce soir? Il faut quand même voir qu'on n'est pas tout à fait dans le même exercice que la semaine dernière. Alors on a eu en effet ces derniers jours, au-delà même de ses vœux à la presse, on a eu un Gérard Larcher très offensif parce qu'aujourd'hui, pour la droite, eh bien, il s'agit d'exister. Il s'agit notamment de récupérer une partie de l'électorat de centre-droit qui est chancelant sur cette réforme des retraites, avec comme idée que, eh bien, Édouard Philippe ayant fait des concessions, il faudrait revenir au bercail pour ses électeurs. Donc il y a une stratégie pour toute la droite, dont Gérard Larcher, d'être audible, de s'adresser à ses électeurs. Ça passait par les vœux à la presse, mais là, ce ne sont pas des vœux à la presse. Ce sont d'abord et avant tout des vœux aux sénateurs. Or, dès lors que vous parlez aux sénateurs, vous devez également, faire valoir l'apport de l'institution. Qu'est-ce que c'est le Sénat? Qu'est-ce qui fait ce petit dénominateur commun qui unifie tous les sénateurs entre eux et qui font qu'ils ont une position, un point de vue dans la République qui n'est pas celui du gouvernement, qui n'est pas celui de l'Assemblée nationale? Montrer également l'apport du Sénat et tisser quelles sont les perspectives. Sénateur Benjamin Morel, mais en présence de ministres. On vient d'apercevoir Sébastien Lecornu qui vient d'arriver. Il y aura Édouard Philippe ce soir. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas non plus un message, peut-être très politique d'ailleurs, à cet exécutif. Il y a toujours les deux, si vous voulez. Mais il s'agit également de faire valoir que le Sénat agit et qu'il agit collectivement et que collectivement, eh bien, il va avoir une voix sur la réforme des retraites, sur la loi 3D, etc., etc. Sur tous les projets à venir et sur tous les projets passés, il y avait une vision. Il y a eu un apport sénatorial si on parle du passé. Alors évidemment qu'on peut s'attendre à des pics politiques. Évidemment qu'au vu de la situation actuelle, eh bien, Gérard Larcher va prendre position, mais ça va être une prise de position peut-être moins polémique, moins offensive que ce que l'on a pu entendre la semaine dernière. Et d'ailleurs, il s'est exprimé assez régulièrement dans les médias ces derniers jours, Jean-Baptiste Daoulas, Gérard Larcher. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'avec il n'est pas avare de prise de parole ces derniers jours. Et puis, il fallait aussi qu'il prenne la parole après les annonces d'Édouard Philippe pour vraiment, finalement, mettre le dernier coup de marteau pour enfoncer le clou après avoir mis en garde jeudi sur vraiment ce réquisitoire contre la façon avec laquelle Emmanuel Macron et le gouvernement ont mené la réforme des retraites. Et vous avez écrit un papier sur le sujet dans l'Express, il trille Et c'est vrai que là, on a eu l'impression qu'il fallait montrer que, selon lui, la réforme des retraites était morte pour, comme vous le disiez, ramener l'électorat de centre-droit vers les Républicains, pour montrer finalement que Édouard Philippe avait cédé face à la rue, cédé face à la facilité, selon eux, et que c'était le moment de boucler ce message. Je le disais, quelques ministres ce soir, là, Gérard Larcher est en train d'accueillir Marc Fesneau, un ministre des Relations avec le Parlement. Mario Mo. Mais si je puis me permettre, cette montée en puissance de Gérard Larcher, elle ne date pas de quelques jours ni de quelques semaines, elle est très frappante depuis un an. Et c'est depuis la conférence de rentrée d'il y a un an. Et là, il n'a cessé de s'affirmer justement en contre-pouvoir, d'où l'idée de ce livre avec lui. Mais ça date aussi de cette rupture avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tout le début du quinquennat avec Emmanuel Macron, il est plutôt assez bienveillant. Il était régulièrement à l'Élysée au début du quinquennat. Oui, et il est même assez bluffé par ce jeune homme qui arrive sans justement ce bagage qu'ont les sénateurs. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu cette idée qu'il n'était pas écouté malgré les relances qu'il pouvait faire, malgré les critiques. Emmanuel Macron l'aurait méprisé. Oui, il y a eu ce sentiment-là. Et à partir de cette prise de conscience, eh ben, on voit s'affirmer un Gérard Larcher qui est beaucoup plus offensif que dans ses précédents mandats. Et là, on est toujours dans cette tonalité qui est assez critique. On peut voir le film aussi à l'envers, avec un point de vue peut-être plus des macronistes sur Gérard Larcher, qui ont eu l'impression, certes, qu'au début, Gérard Larcher était un partenaire utile avec lequel on pouvait travailler, et qui ont eu l'impression aussi que, notamment sur la réforme constitutionnelle, en fait, Gérard Larcher, c'était quelqu'un qui était très fort pour avoir des manœuvres un petit peu dilatoires, pour entourlouper, pour dire qu'il fallait prendre le temps. Puis à la fin, finalement, les réformes, on les fait jamais, c'est
jamais le moment de toper vraiment. Et la commission Benalla, ça a été le coup de grâce? Ça a été le coup de grâce, et puis finalement il y a une formule que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui avait lui aussi plutôt de bonnes relations avec Gérard Larcher au début, a souvent en privé, il dit Gérard Larcher c'est un faux rond. Donc c'est pour donner l'idée que les macronistes ont vraiment eu une évolution de regard aussi sur Gérard Larcher en 2 ans. Ils ont eu l'impression finalement que c'est quelqu'un avec qui on pouvait toujours parler, qui disait toujours qu'il fallait négocier, et avec qui on ne peut jamais rien conclure. Et on va continuer d'en parler, on va juste rejoindre à nouveau Steve, qui cette fois est avec le sénateur Olivier Cadic. Oui. Sénateur de l'Union centriste, bonsoir. Et à quoi il faut s'attendre ce soir de la part de Gérard Larcher? Bien, de mon point de vue, comme d'habitude, un message qui cherche à rassembler, rappeler l'importance justement que joue le Sénat pour accompagner la politique, les décisions du gouvernement. On ne peut pas imposer nos positions à l'Assemblée nationale, à la majorité de l'Assemblée nationale. On a toujours un travail positif, constructif. Et je crois que le président du Sénat incarne bien cette volonté d'avancer de façon constructive. Alors l'année dernière, vous dites comme d'habitude, mais l'année dernière, on était en pleine crise des Gilets jaunes. Gérard Larcher l'avait largement évoqué lors de ses vœux. Est-ce qu'il faut s'attendre à un sujet réforme de retraite et plus largement mobilisation sociale ce soir? On n'imagine pas que le président du Sénat n'aborde pas cette problématique. La France a été bloquée pendant quelques semaines. Et encore aujourd'hui, on voit qu'il reste un peu des résurgences. Tout ne se passe pas aussi facilement. Moi, j'ai mis 1 heure de Gare du Nord ce matin pour venir au Sénat. Donc, ça ne se passe pas aussi facilement que d'habitude. Donc, évidemment, il va falloir maintenant passer à une nouvelle étape qui va être, on l'espère, une étape parlementaire où on va pouvoir parler du fond, du texte, des objectifs de cette réforme. Et j'espère, pour ma part, qu'elle ira au bout. Merci Olivier Cadic d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci beaucoup Steve. Et on a aperçu Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui lui vient d'arriver également. On attend dans les minutes qui viennent normalement l'arrivée d'Édouard Philippe, Premier ministre, qui est présent ce soir. Pour revenir peut-être, Jackie Isabello, à cette relation entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron qui s'est dégradée au fil du quinquennat assez rapidement finalement. Il y a eu quelques mois où il semblerait que Gérard Larcher soit même un visiteur de l'Élysée, assez régulier, vu comme un partenaire peut-être. Visiteur au sens en tout cas institutionnel, bien pas sûr. Un visiteur du soir. Bien sûr. Et puis tout s'est dégradé, et notamment l'affaire Benalla qui a joué un rôle majeur. Oui, parce que si on se souvient de la position et l'allant de François Patriat, qui se pensait déjà à la tête d'un groupe énorme de sénateurs La République En Marche, donc bien avant l'affaire Benalla, l'ensemble des sénateurs et le primus inter pares avaient été plutôt bienveillants par rapport à ça. Mais peut-être que Gérard Larcher s'est aperçu que le grand récit de ce nouveau monde, Emmanuel Macron y croyait vraiment. Et je pense qu'il s'est peut-être aussi aperçu que ce personnage assez brillant, remarquable, n'avait pas compris qu'au fin fond de la France, les choses ne se passaient pas forcément de la même manière. Et qu'une campagne, c'est une campagne, mais une fois qu'il faut se dévêtir et revêtir les habits du chef de l'État, eh bien, c'est la mission de réunification de gens qui se sont rendus dans les ordres plutôt que d'opposition. Et force est de constater pour l'instant que l'ensemble du schéma macroniste qui s'est mis en place oppose les gens ensemble. Et Gérard Larcher, qui est quand même le grand représentant de tous les élus, rappelez-vous comment, et je peux vous le dire, moi qui suis un ancien des cabinets Raffarin, j'ai vu plusieurs fois se mettre en place la machine de Gérard Larcher dans cette maison pour briser tous ceux qui voulaient tenter de prendre ce poste qu'il convoitait depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui connaît bien les territoires et les élus. Et le fait que le président de la République ne comprenne pas complètement comment fonctionne la France, sans doute que ça l'a convaincu de se diriger vers d'autres formes d'opposition et de jouer toutes les cartes là politiciennes. Je pense qu'on est dans une maison qui politique et fort heureusement qu'il doit utiliser ça, et il a décidé de faire comme les autres. Leur relation incarne presque l'incompatibilité de ces deux mondes, de cet ancien monde, de ce nouveau monde. Gérard Larcher incarnant évidemment l'ancien monde et Emmanuel Macron le nouveau monde, si on doit reprendre cette terminologie. Oui et non, c'est-à-dire il ne faut pas non plus oublier que Emmanuel Macron a fait un pas vers Gérard Larcher au moment du débat avec les maires, etc. Il y avait une volonté de renouer avec cet ancien monde que oui, mais après ne pas l'avoir écouté, à entendre les parlementaires, après l'avoir ignoré, méprisé. Vous
vous avez une forme, et vous avez une forme également de positions qui sont campées, c'est-à-dire il ne faut pas non plus donner trop d'importance à l'image que les acteurs politiques veulent donner d'eux-mêmes. Mais dans les postures ? Un parti, en tout cas, il y a une façon d'incarner la France qui est différente. Cette capacité à incarner différemment la France n'implique pas qu'il n'y a pas des possibilités de dialoguer ensuite dans l'interpersonnel, si vous voulez. Il y a 3 grandes problématiques. Il y a une problématique interpersonnelle qu'on a déjà pas mal abordée, sur laquelle je ne reviens pas, qui est importante, qu'il ne faut peut-être pas non plus surestimer. Vous avez ensuite des aspects événementiels. L'affaire Benalla, où là, vous aviez un Gérard Larcher qui, certes, était aux manettes, mais qui n'était pas le seul aux manettes. Et donc, il faut quand même en tenir compte. Vous avez également la question de la révision constitutionnelle. On est dans l'événementiel, dans 2 dossiers qui ont cristallisé les tensions. Et ensuite, il y a un aspect structurel. Qu'est-ce qui s'est passé lors des élections européennes ? L'électorat de centre-droit a basculé à La République En Marche. L'électorat de centre-gauche s'est détourné de La République En Marche. La République En Marche ne peut plus être un partenaire pour les Républicains. La République En Marche est forcément, évidemment, l'adversaire. De même pour La République En Marche, les Républicains ne peuvent pas être un partenaire, ils sont forcément l'adversaire. Si jamais les Républicains font des concessions à LREM, qu'est-ce qui se passe ? Une partie de leurs électeurs disent on vote directement utile, soit RN d'un côté, soit LREM de l'autre. Donc à partir de là, cette prise en étau par La République En Marche et le RN aux européennes oblige aujourd'hui les Républicains à lancer une musique qui est une musique différente de la majorité et à s'opposer, y compris sur des dossiers symboliques comme la réforme des retraites. Donc à partir de là, vous avez la nécessité justement d'avoir un discours offensif qui évidemment cristallise les tensions dont personne n'est dupe de la nature profonde. C'est vrai qu'il y a ce paramètre à prendre en compte dans la relation entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron. Finalement, LR et LREM sont devenus des adversaires redoutables. Oui, mais sur certains textes, on peut voir encore les différences. Et on verra aussi au municipal si, avec cette idée de proximité, s'il n'y a pas la droite qui reprend un peu des couleurs. Mais entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher, c'est quand même 2 manières de fonctionner politiquement. C'est 2 manières d'être politiquement très différentes. Et donc, il y a aussi... de style et presque plus de 20 ans de différence. Donc, il y a tout ça qui joue aussi dans leur relation. Ils ont de plus en plus de mal à se comprendre. D'ailleurs, ils ne se sont pas vus depuis le 11 novembre. Et encore, c'est pas dans le cadre de Gérard Larcher le rappelait la semaine dernière. Donc, il y a quand même les 2 premiers personnages de l'État qui ne se comprennent plus. Et donc, de fait, s'installe une certaine défiance. Jean-Baptiste Douglas, alors qu'on voit Jean-Pierre Raffarin. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment la différence d'attitude entre les 2 hommes vis-à-vis des partenaires sociaux, des corps intermédiaires. Gérard Larcher, c'est sans doute celui qui, chez les Républicains, a la meilleure relation avec les partenaires sociaux. Par exemple, il a été ministre des Relations avec le travail. Il connaît extrêmement bien ce monde, même pendant la campagne de François Fillon. Il maintenait un lien aussi, alors que le programme de Fillon était quand même très, très agressif pour la plupart des syndicats. Et malgré tout, pendant cette campagne, il avait ce lien-là. Et Emmanuel Macron, c'est celui qui, en public, depuis Nicolas Sarkozy peut-être, a été le plus dur avec les syndicats. Il les a complètement contournés, marginalisés. On l'a vu au moment de la réforme ferroviaire, on l'a vu sur les négociations du travail. C'est 2 conceptions entièrement différentes de la politique entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Gérard Larcher avait incité Emmanuel Macron, lors des ordonnances travail, au moment des Gilets jaunes, d'accéder aux propositions de Laurent Berger pour essayer de déporter la couleur vers une réponse un peu plus institutionnelle. Il n'avait pas été très entendu. Moi, je me permettrais de m'opposer un peu à mon camarade Benjamin, j'ai d'outrecuidance, et de dire, faudrait-il encore que Emmanuel Macron considère LREM comme étant l'avenir de sa carrière. Je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron souhaite construire son avenir politique sur son parti. C'est-à-dire ? Eh bien parce qu'on voit bien que la machine LREM, elle ne fonctionne pas vraiment. On va voir ce qui va se passer lors des municipales, mais elle est mal structurée. Elle n'a pas de doctrine. On ne connaît pas ses fondamentaux idéologiques. Donc, je ne suis pas loin de ce que dit Benjamin, mais ce que je veux dire, c'est que Gérard Larcher a peut-être compris que c'était une opposition d'homme à homme qui serait l'avenir politique et l'enjeu de 2022. Donc, est-ce que ce sera lui ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, de commencer à se positionner, parce qu'il est le numéro 2 de l'État français, en tout cas de la République, commencer à se positionner comme étant un des
premier opposant et se faire identifier en tant que tel et non pas comme étant le représentant d'une institution, c'est aussi une manière de, non pas de faire reculer le président de la République, mais en tout cas de lui opposer de sérieux arguments plutôt que le parti en tant que tel. Oui, on n'est pas en désaccord en fait. Je ne parle pas de parti, je parle d'espace politique. Cet espace politique, il peut être incarné par un parti, il peut être incarné par un homme. Et typiquement, dans une stratégie plutôt de droite, plutôt marquée par le bonapartisme, ce qui marque, c'est d'abord l'homme, ensuite le parti. Et donc ça, en effet, ça marche bien auprès de l'électorat de centre-droit. Et par rapport à ça, j'aimerais revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a tout de même deux jeux extrêmement différents. Sur les partenaires sociaux, sur les collectivités également. D'un côté, vous avez un Gérard Larcher qui joue les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'il joue le vieux réseau social, territorial du pays, sur lequel La République En Marche, en effet, n'a pas capitalisé, sur lequel La République En Marche ne s'est pas donné les moyens, tout bêtement, de construire des relais. C'est-à-dire c'est assez intéressant de voir que, on a besoin d'une conférence sociale pour parler des retraites à côté du Parlement, alors que théoriquement, vous avez des réseaux parlementaires qui doivent permettre justement ce lien entre les partenaires sociaux, les parlementaires et le gouvernement au sein même du débat parlementaire. Là, ces réseaux n'existent pas au sein de LREM. Cette multiplication de grands débats. C'est là-dessus que joue Gérard Larcher. Sur ses partenaires sociaux, sur ses relais territoriaux, etc. Emmanuel Macron, lui, est plutôt dans l'isolement. C'est-à-dire, il vise à isoler une collectivité plutôt que de traiter avec les associations d'élus, la CFDT plutôt que de traiter avec les partenaires sociaux en général. Donc on voit très clairement que vous avez deux stratégies différentes, deux stratégies qui s'opposent, laquelle peut être la plus payante. Pour l'instant, sous la Ve République, dès le moment où vous avez une majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire passer vos textes, mais évidemment, ça coûte des plumes, ça coûte du crédit politique. Et puis c'est une technique très nouvelle, même pour nous, observateurs de la vie politique. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est très nouveau, donc c'est très déstabilisant à commenter, et j'imagine aussi pour les responsables politiques qui l'entourent. Jean-Baptiste Daoulas, vous voyez réagir à ce que disait Benjamin. Oui, non, c'était peut-être sur ce que vous disiez sur l'absence de réseau syndical de la majorité. Le fait est que le groupe majoritaire à l'Assemblée, il est quand même très CFDT, et on l'a vu dans les dernières semaines. Le fait est que s'il y a cette conférence de financement qui va être en parallèle de l'examen de la première lecture à l'Assemblée, c'est surtout pour des questions d'agenda, parce que le gouvernement n'a pas du tout envie de reculer l'agenda de la réforme des retraites. Il faut aussi rajouter par là le fait que de juillet à septembre, l'hémicycle sera complètement impraticable, donc il faut absolument boucler le dossier auparavant. Les relations avec le monde syndical, on l'a vu d'ailleurs avec une rencontre entre Laurent Berger et une délégation un peu informelle de députés de La République En Marche, ça existe quand même. On va continuer, je vous interromps juste un instant, on va retrouver Steve Jourdain, puisque Steve, vous êtes avec Jean-Pierre Raffarin. Oui, Rebecca, Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Vous avez assisté à de nombreuses cérémonies de vœux. À quoi il faut s'attendre ce soir? Ce soir, je pense que c'est la voix des territoires, la voix des élus de terrain. Et au fond, c'est la voix d'une France décentralisée. Aujourd'hui, on voit bien que quand on veut trop concentrer, on bloque les choses. Aujourd'hui, Paris est bloqué. Plus le pays respire, plus il y a de responsabilités à la base et plus on peut agir. Donc il y a une forme de congestion cérébrale quand on concentre tout au sommet. Donc un peu de décentralisation, beaucoup de territoires. C'est ça le message du Sénat et du président Larcher. Donc ce sera des vœux très politiques. Naturellement, le Sénat est une assemblée politique. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il faut lancer des idées pour que ça marche mieux en France. Eh bien, une des idées, c'est que les territoires respirent, qu'on les écoute, qu'ils proposent, qu'ils s'engagent et qu'on respecte de part et d'autre les engagements. Il s'en était pris frontalement, Gérard Larcher, la semaine dernière à Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, Gérard Larcher est l'opposant numéro 1? Non, Gérard Larcher est le président de la Haute Assemblée, donc il sait tenir une certaine distance avec les polémiques. C'est un homme de conviction. C'est une assemblée de conviction, le Sénat. Donc c'est normal qu'il exprime les convictions de son assemblée. Mais il y a au Sénat une certaine réserve qui est au fond une expression de la responsabilité. Ici, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on connaît les conséquences des paroles. Est-ce que vous attendez une bataille parlementaire au moment où le projet de loi sur la réforme des retraites va arriver justement Je ne crois pas. Je pense que beaucoup de choses ont été réglées auparavant. Il est clair que les négociations qui sont engagées, la recherche du compromis fait qu'on devrait aboutir à un résultat
que le Parlement cherchera à protéger. C'est en général comme ça que ça se passe. Il y a une discussion, on obtient un accord et ensuite le Parlement amende, certes, mais respecte les grands équilibres de l'accord. Merci Monsieur Raffarin d'avoir répondu à mes questions. Et bonne année à vous. Et aux téléspectateurs. C'est à vous Rebecca. Et bonne année aux téléspectateurs. Il a raison, Jean-Pierre Raffarin, il la connaît très bien cette maison, ancien sénateur lui-même, Benjamin Morel. Hein. On sent qu'il connaît aussi le style Larcher. Il dit ce soir on va entendre la voix des territoires. Oui, il connaît le style Larcher. Il a peut-être même été l'une des victimes de Gérard Larcher, donc en tout cas dans sa course, notamment dans sa course à la présidence du Sénat. Donc, mais il a l'air heureux Gérard d'être là, Larcher. hein, ce soir. Il a l'air heureux d'être là, si vous voulez. C'est une façon probablement de marquer bien l'unité de la droite, y compris dans ses composantes aujourd'hui les plus macrono-compatibles, hein, parce que Jean-Pierre Raffarin a claqué la porte des Républicains et s'est dit justement ouvert à Emmanuel Macron et à la République En Marche. Donc on voit très clairement... C'est ce type de responsable politique qui peut faire le pont peut-être entre les deux, qui peut faire le lien. Oui, qui peut faire le pont, mais surtout, si vous voulez, qui peut être un message, notamment à la direction, on y revient, mais de cet électorat de centre-droit qui balance entre les deux, qui a le cœur à la fois LREM et en même temps qui traditionnellement peut revoter pour les Républicains. Il ne faut jamais négliger cet électorat parce qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est un électorat composé en majorité de retraités, de cadres sup, des grandes villes de province qui se mobilisent à toutes les élections, notamment les élections intermédiaires, notamment les municipales, les départementales, et on est quand même à la veille de sénatoriales. Donc voilà quelqu'un qui, en tout cas venant de l'ancien monde, s'adapte et tombe amoureux de ce nouveau monde, Marion Moreau. On parle de Jean-Pierre Raffarin. Oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas sûre que Jean-Pierre Raffarin puisse être ni le pont, ni de quelqu'un qui puisse séduire encore les électeurs de droite, parce que il bascule plus beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. Il a plutôt tranché. Il est un symbole. Il est un symbole d'une époque chiracienne qui justement qui parle à ces électeurs-là. Mais d'accord sur le fait qu'il n'est pas un pont. Mais il a été le pont entre beaucoup de gens. Jean-Pierre Raffarin, il a été monoriste, il a été giscardien pendant très longtemps, il a été rapidement chiraco-compatible jusqu'à en devenir le Premier ministre. Et rappelez-vous qu'à l'époque, hein, pour les connaisseurs de la droite, quand même associer l'UDF et la RPR, c'était quand même un sacré pari. Ça s'est fait pendant très longtemps. Il a vu les qualités d'Emmanuel Macron et il a su s'adapter au pouvoir sarkozyste. Et je pense que quand il rencontrait François Hollande, ça ne devait pas être les derniers à rigoler. Après, il ne sera pas dans l'opposition. Déjà pour une bonne raison, et je vais être politiquement incorrect, c'est que Ségolène Royal se permet d'avoir une mission de représentation du gouvernement et de critiquer violemment le pouvoir en place. Et quand Ségolène Royal fait quelque chose, Jean-Pierre Raffarin ne fait jamais la même chose. Fait l'inverse. Marion Moreau. Il n'a pas aimé que je dise ça. Oui, on voit que Jean-Pierre Raffarin, là, c'est plus... c'est vrai qu'il est associé au Sénat, mais il n'est pas un parlementaire. Ce soir, c'est les vœux aux parlementaires, donc c'est plus une manière amicale qui est faite à Jean-Pierre Raffarin qu'un message politique. Par contre, il y a plus un message politique dans l'attente du Premier ministre. Ouais. Et cette image-là, cet accueil de Richard Ferrand là, on voit Gérard Larcher qui en effet, attend Richard Ferrand puis Édouard Philippe avec une volonté de les accueillir sur le perron. Lui-même. C'est une volonté de courtoisie républicaine et ça a toujours été aussi dans la personnalité de Gérard Larcher de respecter les institutions qui soient parlementaires, l'Assemblée nationale, soit l'exécutif. Oui, donc là, c'est cette image-là. Il ne faut pas y voir un geste d'amitié particulière. C'est déjà une manière de respecter son interlocuteur. Oui, son interlocuteur. Et puis là, une manière de dire, bon, on peut être face à face, mais on est dans une démocratie, on se parle. Surtout que la semaine dernière, Gérard Larcher a eu aussi quelques scuds envoyés à Richard Ferrand. Notamment, il a pilonné aussi les propositions de sortie de crise de Richard Ferrand qui était de rendre l'âge pivot provisoire. Donc il a complètement rejeté cette possibilité. Ouais. Et puis aussi d'un point de vue, alors là c'est vraiment de la cuisine parlementaire, mais il faut savoir que les questions au gouvernement qui étaient le mardi et le mercredi à l'Assemblée sont désormais uniquement le mardi à l'Assemblée et le mercredi au Sénat. Que ça a été un très mauvais calcul de la part de Richard Ferrand de proposer ça, puisque ça a fait perdre finalement de l'exposition médiatique à l'Assemblée et ça en a fait gagner beaucoup au Sénat le mercredi. Et Gérard Larcher l'a fait remarquer la semaine dernière, il en est ravi. Il l'a fait remarquer avec... Son bilan est positif. Voilà, il l'a fait remarquer avec beaucoup d'ironie et je crois qu'à l'hôtel de la Cesse, ça n'a pas été spécialement bien vécu aussi. Mais ça veut dire que les relations entre les deux hommes, Richard Ferrand, Gérard Larcher, c'est beaucoup plus compliqué que les images ne le laissent paraître? Je dirais que ça suit finalement la relation des macronistes avec Gérard Larcher en général, c'est-à-dire au début on s'entend bien et puis après quand on doit travailler ensemble ça se complique. Les deux hommes se respectent, c'est-à-dire que Gérard Larcher dit Richard Ferrand c'est un représentant du macronisme mais c'est un représentant que je respecte qui le fait bien. Donc et d'une institution qu'on respecte, évidemment. Ils n'ont pas du tout la même politique ni la même vision de la société, mais chacun se respecte dans la manière de diriger son institution.
Et c'est un élu de longue date, si vous voulez, Richard Ferrand. Et c'est un élu de longue date, et en plus avec qui un dialogue est beaucoup plus possible probablement qu'avec François de Rugy au passé, où là, en effet, il y avait plus que des tensions, il y avait une forme d'incompréhension, pour le coup. Là, très clairement, il y a un terrain plus favorable. Mais la vraie relation de Gérard Larcher aujourd'hui dans la majorité, c'est plutôt Édouard Philippe. Ah bah c'est intéressant parce qu'on nous l'annonce pour dans quelques secondes. Il va pas tarder à arriver. Semble-t-il arriver à la présidence du Sénat. C'est normalement la voiture d'Édouard Philippe. Et on va voir Gérard Larcher en direct qui va accueillir le Premier ministre qui assiste donc, là voilà cette image. Voilà, un Édouard Philippe très souriant, Gérard Larcher très accueillant. Ça semble être un accueil assez chaleureux. Cette relation entre les deux hommes, Benjamin Morel ? Chaleureux, je ne sais pas, mais en tout cas, le dialogue est possible, le dialogue est réel, et vous avez une culture politique qui est une culture politique partagée. Donc très clairement, là, vous avez une culture politique de droite, avec des gens qui dialoguent, et une relation qui est mise en avant des deux côtés. Donc, très clairement, aujourd'hui, vous avez au sein même de La République En Marche, en fait, deux tendances, c'est-à-dire une vieille garde macroniste qui est plutôt incarnée par Richard Ferrand, qui en effet a des relations assez difficiles avec Gérard Larcher, et une partie des macronistes qui viennent plutôt de la droite, eh bien, qui ont un certain nombre de points communs aujourd'hui avec la majorité sénatoriale dans toute sa diversité. Et là, vous avez quelque chose que sait saisir Gérard Larcher, que sait également saisir Édouard Philippe, même si, encore une fois, ils sont concurrents sur le même segment. Mais Édouard Philippe accepte tous les ans de venir à cette cérémonie des vœux de Gérard Larcher. Est-ce qu'il pourrait ne pas le faire ? Est-ce que ce serait un affront terrible ou est-ce que il pourrait ne pas le faire. Il n'était déjà pas venu aux questions d'actualité. Donc c'était une manière, pendant l'affaire Benalla, de montrer son opposition. Là, non seulement il vient, et puis je ne sais pas si vous avez vu ce petit geste où il s'est placé à la droite de Gérard Larcher pour le laisser au centre entre Richard Ferrand et lui. Donc c'est aussi une volonté de déférence. Oui, de dire voilà, on est chez vous, on vous respecte, vous êtes le président de l'institution. Donc là, il y a plutôt une volonté d'être amical. Oui, Jackie Isabello, le communicant que vous êtes, perçoit de quelle manière ces images qui nous arrivent en direct de la présidence du Sénat ? Je pense que c'est important de montrer aux Français que nos élus, dans certains moments, savent se combattre, mais que dans d'autres, évidemment, ils respectent la fonction, cette fonction conférée par les électeurs. C'est important pour qui ? Pour les électeurs, justement, pour les Français. Mais c'est important pour la nation dans son ensemble. Le décorum, la fonction, les postes, les messages, ça nous représente. Donc à un moment, on sache aussi faire l'unité, penser nous, eh bien c'est par ce genre d'image. Après, Gérard Larcher et Édouard Philippe ont été camarades de jeu pendant très longtemps puisqu'ils faisaient partie du même parti. Je vais vous couper, pardonnez-moi, je vais vous interrompre puisque Gérard Larcher va prendre la parole pour présenter ses vœux donc aux sénateurs ce soir. Voilà, les membres, Madame Gatel par exemple, Madame Deroche par exemple, les membres du bureau. J'ai vu M. Delège et d'autres, mais... Monsieur le Premier ministre, nous sommes sensibles à votre venue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci de votre présence, qui est un témoignage de votre attachement au bicamérisme. Monsieur le ministre, il est là. Où est-ce qu'il est ? En charge des relations avec le Parlement. Venez, là. Dont je salue la qualité des relations avec la conférence des présidents. Ça commence bien. Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues vice-présidents, mes chers collègues questeurs du Sénat, mes chers collègues secrétaires du bureau du Sénat, mes chers collègues présidents de commission, président de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents de délégations et d'offices parlementaires, chers collègues députés et sénateurs, chers collègues anciens sénateurs, dont je retrouve le visage avec beaucoup de bonheur, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour célébrer, comme le veut la tradition, cette année nouvelle, année qui sera placée, nous l'espérons toutes et tous, sous le signe du retour de la confiance et du dialogue. Pour célébrer le calendrier janvier, je n'évoquerai pas, le président Ferrand l'a fait avec brio ce midi,
la décision démocratique du pape Grégoire XIII établissant seul le nouveau calendrier grégorien. Mes chers collègues, il nous a conseillé la lecture cette année d'un ouvrage de référence de 1727, je vous en donne le titre, « Relations du royaume des Féliciens », écrit par le marquis de Lassay, qui contient, bien avant le Directoire, la lumineuse suggestion d'un Parlement avec 2 chambres. Le Sénat est un peu cette terre des Féliciens. Je vais donc vous parler de cette terre des Féliciens. Non pour faire de l'entre-nous, mais pour simplement, comme le temps des vœux nous y incite, faire le point et partager avec les représentants de l'exécutif, Monsieur le Premier ministre, de nos collègues de l'Assemblée nationale et de membres du Conseil constitutionnel, que je salue avec plaisir et particulièrement, ils ne m'en voudront pas, il y en a un que je salue très particulièrement. Oui, mes chers collègues, c'est l'occasion de porter un regard sur le travail accompli par notre Assemblée dans le cadre des missions que lui fixe la Constitution. Vous avez contribué à enrichir nos débats par vos interventions, vos rapports et les remontées de nos départements et territoires. Remontées si précieuses pour notre Assemblée, qui est une caisse de résonance au travers des 550 000 élus territoriaux, caisse de résonance de l'ensemble de nos concitoyens. Je n'oublie pas nos compatriotes ultramarins et ceux qui sont établis hors de France. Nous avons, une fois nouvelle, démontré que le Sénat était indispensable au bon fonctionnement de nos institutions, que c'était un lieu de débat et de liberté. Nous avons imprimé notre marque sur nombre de textes. Je vais prendre un exemple. Le débat sur le projet de loi Engagement et proximité en fait la démonstration. Il est né d'une mission sénatoriale de suivi de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, décidée en 2015, poursuivie en 2017, concluant ses travaux par une proposition de loi votée très largement en juin 2018, qui a inspiré et le projet gouvernemental et le texte définitif. En 2018-2019, 76% des textes ont été adoptés après accord entre nos 2 assemblées, Monsieur le Président, 42% par la navette et 24% après accord en commission mixte paritaire. 3/4 des textes aboutissent donc par le dialogue bicaméral, et cela concerne des sujets majeurs. Des projets de loi relatifs à l'énergie et au climat, pour une école de la confiance, réformant notre système de santé, des projets de loi relatifs à la biodiversité et à la transformation de la fonction publique. Encore très récemment, le Sénat a pu faire entendre sa voix, faire entendre les préoccupations des collectivités territoriales et celles d'un développement durable pragmatique sur le projet de loi relatif à l'économie circulaire. Le Sénat s'est aussi investi dans sa mission de contrôle, de la sécurité des ponts à la filière sidérurgique, du sauvetage en mer à la sécurité des sapeurs-pompiers, de la souveraineté numérique à la gestion des risques climatiques, de la gratuité des transports publics aux infractions sexuelles commises sur des mineurs. Vous avez été, mes chers collègues, en initiative, n'hésitant pas parfois à sortir des habitudes. Le Sénat devra, dans les semaines et les mois qui viennent, débattre sur des sujets importants pour l'avenir de notre pays et de notre société, touchant notamment à la bioéthique, au parquet européen, aux retraites et à l'audiovisuel, et sans doute un peu plus tard, sur le rôle respectif de l'État et des collectivités territoriales. Cette nouvelle génération de la décentralisation, cher Jean-Pierre Raffarin, que j'appelle de mes vœux. Mes chers collègues, je souhaite aussi évoquer la poursuite des réformes engagées depuis plus de 10 années pour que le fonctionnement de notre institution soit à la fois plus proche du citoyen, plus performant, plus attentif aux exigences de déontologie et mieux compris par nos concitoyens, en ces temps de défiance vis-à-vis des élites, des médias
et des responsables politiques. Plus proche des citoyens. De nouvelles formes de participation citoyenne doivent permettre de construire les nécessaires débats fondateurs de la démocratie. Le numérique ouvre un champ à la participation des citoyens au travail législatif. La plateforme de consultation nous permet d'interroger les maires et les élus locaux. Nous l'avons fait à plusieurs reprises sur les menaces et agressions auxquelles sont confrontés les maires, sur la place des élus municipaux dans l'intercommunalité, sur les risques industriels et technologiques après l'accident de l'usine Lubrizol, ou encore sur l'avenir de l'école dans nos territoires. La plateforme compte aujourd'hui 21 000 inscrits régulièrement. Depuis son lancement, 9 consultations ont été lancées. En ce début d'année, sera prochainement ouverte au public à titre expérimental une plateforme permettant le dépôt et le soutien en ligne de pétitions. Elle donnera lieu à un droit de tirage citoyen sous le contrôle de la conférence des présidents, qui pourra décider la création d'une mission contrôle et, si la pétition porte sur un texte législatif, tout sénateur pourra la déposer sous forme d'une proposition de loi. Notre Assemblée est plus performante dans l'exercice de ses missions fondamentales. Nous avons privilégié une nouvelle organisation de nos travaux, une meilleure articulation entre commissions, délégations et séances publiques, le développement de la législation en commission, la réorganisation de la séance et le contrôle de recevabilité des amendements recentrent nos travaux sur l'essentiel, ce qui contribue à améliorer la qualité de nos débats et de la loi. Le choix d'un jour fixe pour les questions d'actualité au gouvernement, le mercredi à 15 h, ou encore la mise en place du scrutin électronique dans la salle des séances. Ces innovations contribuent, je le crois, à la dynamisation de nos débats. J'engagerai une analyse sur les réformes introduites depuis 2015 pour mesurer leur effectivité et leur efficacité, tout en étant très attentif, mes chers collègues, au respect du droit d'amendement de tous les groupes, qui est important, et des droits des groupes minoritaires et d'opposition. Notre Assemblée est plus performante sur sa gestion. En 10 années, quelle qu'ait été la majorité au Sénat, nous avons refondu l'organigramme des services. Et il y avait 24 directions en 2010, elles sont 14 aujourd'hui. Redéfini le temps de travail, tout simplement en 35 heures. Mis en place l'accueil d'apprentis et de stagiaires, maintenant 60 par an. Maîtrisé totalement notre budget, dont le chiffre en euros courant a même baissé. Supprimer les appartements de fonction et les prêts. Nous poursuivons autour des principes de pondération des rémunérations en fonction du mérite, de la performance et du travail. C'est un chantier devant nous que j'ai annoncé au mois de novembre dernier. Nous avons renforcé la vérification des comptes et leur certification par la Cour des comptes. Nous allons par ailleurs mettre en place une procédure permanente d'audit interne. Notre Assemblée est attentive aux exigences de déontologie. Initié en 2008, le comité de déontologie s'est vu par la loi confier le contrôle des frais de mandat. Nous avons mis en place la certification des comptes de chaque groupe politique et redéfini leur financement. Je fais vraiment confiance aux questeurs pour tout cela. Nos institutions, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, sont souvent mises en cause, parfois dans des conditions éthiques discutables. Je dis attention. Il peut y avoir danger. Le citoyen demande clarté, vérité, sincérité. Nous lui devons et le faisons, mais nous assistons à une fragilisation de la démocratie. La démocratie a un coût, 5 € par Français, par exemple, et par an pour le Sénat. Et si nous devons la clarté, nous devons aussi, je le dis un peu solennellement, assurer la dignité, l'indépendance et la juste rétribution de celles et ceux qui s'engagent avec la confiance des citoyens et des élus pour les représenter. C'est un sujet de démocratie. Et nous devrons, comme nos collègues allemands l'ont fait il y a quelques années, regarder en face ces questions de protection juridique, de protection sociale et de rémunération et éviter toute surenchère. Sur le dossier de la gestion des caisses de retraite des anciens sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, dès 2018, nous avons été très clairs. Nous appliquerons la loi une fois votée, et ceci est aussi dit pour la bonne information du premier questeur de l'Assemblée nationale.
quel est l'état de notre pays? Quel est l'état de notre pays? Un an après, la France demeure en souffrance. Parler de fracture, de césure, de doute, de rejet, ce n'est pas être dans une attitude négative, mais être dans le constat d'une certaine réalité. Recevant il y a peu, et vous en avez reçu beaucoup, Monsieur le Premier ministre, ces temps-ci, un représentant d'une organisation professionnelle majeure, celui-ci me confiait « L'économie va plutôt bien, mais c'est inégalement réparti entre les métropoles où la croissance est soutenue et une partie du reste du territoire qui continue à perdre de la substance. Notre rôle, me semble-t-il, c'est partant de ce constat d'être des réducteurs de fractures. Recevant des sapeurs-pompiers, ceux-ci me faisaient part de leur constat sur ces fractures communautaires, ces violences, ces enfermements sur eux-mêmes de territoires qui, pour certains, font sécession d'avec la communauté nationale. Là encore, chaque responsable politique, et cela me concerne, doit regarder dans les yeux et avec le cœur cette France-là. La réduction de ces fractures passe d'abord par l'éloge de la proximité, pour reprendre une formule un peu littéraire. Par ces corps intermédiaires, ces élus, ces organisations professionnelles et syndicales, par l'inversion de la verticalité, par la subsidiarité. La réduction des fractures, elle est d'actualité sur un sujet qui divise notre pays, la réforme des retraites. Les retraites, ce n'est pas simplement une forme de salaire différé. C'est la sécurité sociale dont Jacques Chirac, à l'occasion de son 50e anniversaire, disait qu'elle faisait partie de l'identité de la France et du patrimoine des Français. Et concernant les retraites, il ajoutait que le pacte entre les générations, c'est notre système de répartition. Le débat parlementaire peut permettre, s'il est articulé avec la conférence de financement, de trouver les solutions, mais il faut quelques conditions. Et je le dis, Monsieur le Premier ministre, devant vous, de la manière la plus positive qui soit. Avoir le temps nécessaire pour débattre, disposer de tous les éléments d'appréciation sur les conséquences budgétaires et les modalités de l'équilibre financier. Nous sommes tous ici garants de ce pacte entre les générations. Nous, sénateurs, nous avons, me semble-t-il, une responsabilité particulière parce que nous sommes des assembleurs des 35 000 pièces du puzzle qui font la République. Après mes déplacements dans nos villes, villages, départements et régions, je demeure convaincu que c'est de l'expérience des élus locaux dont les responsables politiques doivent s'inspirer souvent pour enrichir leurs réflexions et avoir une vision politique de la commune à la nation. Cette vision politique prend sa source dans la richesse de leurs initiatives, de leur dynamisme, de leur créativité. Elle s'appuie sur leur liberté de créer, d'expérimenter et d'entreprendre. Il nous faut inventer une nouvelle génération de notre gestion collective pour que la vie en 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, soit aussi la vie en 1R, une République. Vous le savez, ma conviction est que nous devons réfléchir collectivement à une nouvelle génération de la décentralisation. Un groupe de travail réunissant les présidents de groupes politiques de notre Assemblée, ainsi que les présidents de la Commission des lois et de la délégation aux collectivités territoriales et d'un certain nombre de collègues, sera constitué dans les jours à venir et il fera des propositions avant la fin du premier semestre. Je considère que la décentralisation ne doit pas être simplement un domaine réservé aux techniciens, mais que nous devrons associer nos concitoyens à la réflexion conduite. J'aurais pu vous parler ce soir de la laïcité, si essentielle pour faire communauté au singulier, et vous redire que la loi de 1905, et merci Monsieur le Premier ministre de m'avoir répondu assez longuement sur ce sujet, est un bien commun majeur. Je pourrais aussi vous parler de l'accès de tous à la santé sur tous les territoires, un sujet majeur. Vous parlez solidarité et cohésion sociale. Les débats vécus sur les ronds-points, les débats grands ou petits, les crispations dans les rues sont autant d'interpellations sur notre cohésion. J'aurais pu vous parler de l'État dans ses responsabilités régaliennes de sécurité,
de lutte contre les radicalités violentes qui tuent à Villejuif et ailleurs. La France est un pays qui compte en Europe et dans le monde. À l'heure où nous partageons ce moment, des soldats de nos armées patrouillent au Sahel. Des pilotes affrontent la nuit de l'Irak et de la Syrie. Ils sont notre honneur. La mémoire de ceux qui ont donné leur vie nous crée des devoirs. Devoir d'être des législateurs qui leur donnent les moyens d'agir. Devoir de contribuer à notre mesure à être des acteurs d'apaisement dans un monde incertain, violent, imprévisible. Un monde soumis au dérèglement climatique et où le chacun pour soi paraît triompher sur le multilatéralisme. Pour relever cela, nous avons besoin d'Europe, d'une Europe qui affirme ses souverainetés, en bon gaulliste j'ai quand même mis des guillemets, souveraineté économique, stratégique et de défense. Une Europe qui imagine de nouvelles relations aussi avec le Royaume-Uni au cours de cette année et qui traite de la question migratoire. Chers collègues, 2020 sera une année marquée par des échéances électorales essentielles. Les élections municipales sont structurantes, car elles forment la trame des 550 000 élus territoriaux. Elles désigneront celles et ceux qui, dans ces petites républiques dans la grande, n'auront le dialogue et la confiance avec nos concitoyens. En octobre prochain, c'est une nouvelle assemblée qui siégera ici au Palais du Luxembourg. Nos collègues qui se représenteront pourront se référer au bilan de notre assemblée. Celles et ceux qui feront le choix d'achever leur mandat pourront témoigner de leur action. Je sais, pour les connaître, qu'ils auront servi le Sénat, les territoires qu'ils représentent et la France, avec engagement et toujours en recherchant le meilleur pour nos compatriotes. Le Sénat continuera à être, je l'espère, un contre-pouvoir sans lequel aucune démocratie ne peut exister. Il devra aussi être un stabilisateur de nos institutions. Le Sénat devra préserver une République une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il saura répondre aux défis qui se présenteront à lui. C'est un Sénat qui sera toujours garant des libertés individuelles et du respect de l'ordre public. Cette année 2020 sera une année gaullienne. Dans la diversité de nos sensibilités, elle nous rappelle qu'il ne faut pas subir. La France vivra forte et généreuse tant qu'elle sera déterminée à défendre, quoi qu'il en coûte, ses valeurs universelles, ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ne jamais renoncer à être ce que l'on est, quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances. C'est le message, me semble-t-il, que nous devons porter. Alors, très bonne année à chacune et à chacun. Très bonne année à vous, Monsieur le Premier ministre. Très bonne année à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Très bonne année à vous, Madame et Messieurs les ministres. Très bonne année au Sénat. Très bonne année à la France. Voilà donc pour cette cérémonie des vœux de Gérard Larcher, président du Sénat. Merci de les avoir suivis, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Dans un instant, c'est Ça vous regarde avec Myriam Ankawa, notre consoeur de LCP Assemblée nationale. Très très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.